Bonsoir. Je vous prie d'excuser mon léger retard. J'étais en train de passer en revue le contenu de cette conférence. Ce soir, nous allons aborder tout à la fois les questions de l'infiltration mimétique et de l'hégémonie mimétique, c'est-à-dire les relations qui s'établissent entre l'idéologie, la politique et l'architecture en l'occurrence, puisque la construction, la manière de s'inscrire dans l'espace, dans des logiques de conflit. Je ne serai pas seul ce soir. En principe, une intervenante va nous rejoindre, dont le domaine de compétence est le Caucase. Elle va nous parler de la ville de Yerevan et la manière dont elle s'est construite à partir d'un fantasme, littéralement. Enfin, c'est peut-être pas son point de vue, on verra. Tout d'abord, dans un monde idéal, les conflits sont résorbés, entrés en matière, et les rapports des groupes humains sont, dans l'idéal, harmonieux. Ça n'est malheureusement pas une règle, et tout au long de l'histoire, les conflits se sont multipliés, et à chaque fois, les enjeux ont été des enjeux de possession de terrain, d'occupation de terrain, et donc d'occupation ou de production d'objets architecturaux marquant en fait une possession, une propriété. Sur la base d'une pulsion, alors c'est un peu un stéréotype, mais on ne peut pas y échapper, qui est abordée par un certain nombre de philosophes, une pulsion qui est une sorte de pulsion négantropique qui fait que les groupes, pour survivre, entrent en conflit avec les autres groupes, généralement dans les parages. Et que ce soit par volonté de puissance, par volonté tout court, telle que Schopenhauer l'envisage, que ce soit le conatus chez Spinoza, il y a toujours cette volonté de se dépasser au travers de l'individu, mais également au travers du groupe. Donc, cette logique du conflit, on va l'amorcer avec ce triptyque, ces trois figures que nous connaissons tous, qui sont César, Crassus et Pompée, les trois figures du premier triumvirat romain, de la fin du dernier siècle avant notre ère, et qui étaient précisément en conflit, puisque le conflit ne se situe pas toujours là où on l'imagine. Je vous rappelle que la logique de l'Empire romain était une logique d'expansion. Ces trois figures, donc, semble-t-il aujourd'hui, c'est la théorie dominante, auraient accéléré en quelque sorte le processus d'expansion de l'Empire pour, en quelque sorte, se confronter à des rivalités qui leur étaient propres au cœur même de l'Empire, dans la cité à Rome. On sait que César a été assassiné à Rome, il n'est pas mort en combattant aux frontières, dans les limes de l'Empire, et c'est bien là, au cœur en fait, de la cité, et dans la proximité, que les conflits sont les plus violents, suscitent la rivalité, cette fameuse rivalité mimétique, et donc la volonté, en quelque sorte, par une espèce de saine émulation, de marquer des points à l'égard des adversaires. Là, en l'occurrence, pour ces trois personnages, marquer des points, c'était s'étendre, prendre des territoires, les ramener en fait à l'Empire, et par voie de conséquence, prendre un poids symbolique supérieur à ceux des adversaires. Je vous ai évoqué la procédure de l'évocation qui a été pratiquée dans les premiers temps de la République romaine et qui consistait à s'approprier la divinité tutélaire de l'adversaire. C'était une manière de prendre le dessus, une manière non conventionnelle en quelque sorte, puisqu'elle consistait à déposséder l'autre de son être, de sa substance,
C'est ce qui a été prolongé par la suite sous des formes de syncrétisme divers, moins frontal, mais avec un résultat à peu près équivalent, puisque ces figures donc, se dissolvaient en quelque sorte, ces groupes se dissolvaient dans la compacité de l'Empire qui par assimilation, les absorbait. Concernant en fait l'affirmation du pouvoir, on a également évoqué le Panthéon d'Agrippa ou d'Adrien, enfin plutôt d'Adrien en l'occurrence. J'ai précisé qu'en fait le coup de génie d'Adrien, c'est d'avoir en quelque sorte à un moment donné transformé la figure du pouvoir et sa substance, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas attribué le Panthéon, ce monument absolument phénoménal, et il a en quelque sorte désincarné le pouvoir, créé un vide sublime qui est celui du cosmos, devenant ainsi en quelque sorte le cosmocrator, et prenant ses distances à l'égard des multiples périls qu'il encourait, dans la mesure où précisément n'ayant plus en quelque sorte de réalité physique, le pouvoir devenait, l'omnipotence devenait insaisissable en quelque sorte. Alors voilà le Durbar Hall, la maison du vice-roi de New Delhi. Alors là, c'est une passerelle assez audacieuse que je m'autorise. Mais ce bâtiment qui a été construit pour abriter le vice-roi dans une ville qui était destinée à devenir la capitale du vice-royaume, conçu en fait dans les années 30, qui a fait long feu, puisque vous le savez, l'Inde est devenue très rapidement indépendante. Mais donc, cette capitale nécessitait une vision, en quelque sorte, une approche particulièrement spectaculaire. Et Edwin Lutyens, qui est en fait l'auteur de ce bâtiment et à qui avait été confié l'urbanisme de New Delhi, se référait très ouvertement au Panthéon d'Adrien, simplement pour souligner que ce coup de génie a traversé quand même les siècles, c'est-à-dire que 1800 ans après son érection, le Panthéon était encore considéré comme absolument associé à la figure du pouvoir et la figure la plus absolue en quelque sorte. Par la suite, Constantin a vu le jour, a imposé le culte d'un Dieu unique, sans doute pour consolider un empire qui était sur le point de se désagréger. Il est devenu médiateur lui-même du divin, c'est-à-dire qu'il a pris la précaution en quelque sorte de ne plus endosser le rôle de la divinité et de rentrer dans celui de l'intermédiaire. Et il a donné naissance par voie de conséquence au césaropapisme en quelque sorte, c'est-à-dire au lien entre le pouvoir et le religieux, avec une dissociation entre les deux fonctions, et tout à la fois une liaison absolument intime. Et ce système a perduré. On a là donc deux objets qui relèvent de ce que j'appelle la théologie monumentale, qui sont des objets à forte valeur symbolique, bien sûr, qui affirment le pouvoir, qui affirment des idéologies qui sont distinctes. On voit que là, en l'occurrence, il y en a une qui est supposée être fondée sur l'athéisme et l'autre la religion, parce que vous avez, je le précise, à droite, le musée ou le mausolée de Lénine, qui se trouve à Gorski-Leninskié. À gauche, le temple de l'ordre de Jésus à Guanajuato, qui date du XVIIIe siècle et qui est une production de ce qu'on appelle le churriguerisme d'un certain José Churriguera, qui était le pape de l'Uber baroque, en quelque sorte, du baroque poussé à son extrême. Et les deux bâtiments, je les rapproche parce qu'en fait, leur fonction est similaire, c'est-à-dire qu'ils sont là pour marquer encore une fois la présence, marquer le pouvoir et marquer en quelque sorte la substance d'un mystère, la magie de l'idéologie fondatrice, précisément par la dimension monumentale, la monumentalité étant forcément toujours énigmatique. Là, vous tombez sur la fondation LVMH
qui se trouve donc au jardin d'acclimatation. Encore une fois, un raccourci assez délirant, mais la fonction est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est sur le terrain du marché, de l'économie, des oligarchies que la magie s'opère. Et d'ailleurs, à propos de mimétisme et de rivalité mimétique, il ne vous aura pas échappé qu'après l'incendie à Notre-Dame, Arnaud et Pinault se sont battus pour savoir qui mettrait le plus d'argent en fait, dans l'affaire pour la reconstruction, et lequel renoncerait à la défiscalisation pour marquer des points en quelque sorte, en termes évidemment de prestige et d'image de marque. On est toujours en quelque sorte dans la question du prestige, et le propre du prestige, c'est de fonctionner sur une illusion, sur une absence en réalité. Et donc, ces bâtiments qui prennent beaucoup de place, qui sont en quelque sorte très brutaux, très violents par leur manifestation du pouvoir, eh bien parfois il faut les détruire. Dès lors que l'adversité en fait s'impose, certains disparaissent. Donc là, ça c'est quasiment un cas d'école. C'est la maison des soviets de Kaliningrad que je vous présente parce qu'elle a été construite, je crois qu'elle a été achevée d'ailleurs depuis, parce que ça faisait partie de ces chantiers interminables que pratiquait l'URSS. Elle a été construite de manière très idéologique pour se substituer aux ruines du château prussien de Königsberg, donc, avant que la ville ne soit rebaptisée, bien sûr, Kaliningrad. Et ces ruines avaient fini par focaliser en quelque sorte les affects et les énergies, les intérêts de tous ceux qui conservaient une forme de nostalgie pour le passé prussien. Parce qu'en fait, c'était une ville de très longue tradition saxonne, très importante. Et donc, voilà ce qu'ont produit les soviétiques, une espèce de Big Brother, une sorte de structure anthropomorphe, la maison des soviets, donc, avec une fonction politique précise, et qui a l'air de vous scruter, un petit peu comme le monstre que Bormann a imaginé dans son terrifiant film Zardoz. Je dis terrifiant parce que c'est un terrible navet, mais ce qui est amusant, c'est qu'il a vu le jour à la même époque. Et donc, le pitch est simple, hein, il s'agit d'un film de science-fiction et de l'opposition entre une masse d'individus revenus à leurs instincts grégaires, revenus à la primitivité et contrôlés par un tout petit nombre d'élus ou de privilégiés qui se cachent, masqués derrière cette espèce de tête de pierre qui circule et lâche des injonctions terribles à longueur de temps. Voilà. Alors ça, c'est un autre modèle. Là, on passe au stade national, en quelque sorte, à une autre échelle. Il s'agit de ces arches, donc les arches d'Andropov, qui datent des années 80, qui se trouvaient à Tbilissi, au cœur de la ville, ont été détruites par Mikhail Saakashvili après qu'il soit parvenu au pouvoir, dans un contexte où, je le précise, était très très marquée l'hostilité à l'égard de la Russie et par voie de conséquence à l'égard des vestiges de la période soviétique. Donc l'argument de Saakashvili a été de détruire ces arches parce qu'elles n'étaient pas conformes à l'esprit géorgien, elles n'étaient pas en phase avec la sensibilité géorgienne. Mais voilà le genre de choses qu'il a construit à la place. Ça, c'est le parlement de Koutaïssi. Qui d'ailleurs en fait n'a plus de fonction puisque le gouvernement a décidé de faire revenir le Parlement à Tbilissi et je ne sais pas quel est le destin en fait de cette structure. Pour la petite histoire, et c'est là aussi remarquable, ce bâtiment est venu se substituer à un monument qui commémorait les victimes de l'armée rouge ayant combattu évidemment contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on voit bien comment on remplace un symbole par un autre, de manière assez maladroite, parce qu'ils n'avaient pas, quand ils ont fait disparaître le monument en question, ils n'avaient pas correctement réglé le volume des charges et ils ont tué 2 personnes, enfin une femme et sa fille
qui étaient dans les parages. Mais il y a une autre rhétorique intéressante qui vient se greffer là-dessus, qui est le discours de Saakashvili sur la lutte contre la corruption. Il est parti du principe, à juste titre, qu'il fallait plus de transparence dans son pays, et il a décidé que donc, par voie de conséquence, l'architecture serait littéralement transparente, notamment tous les bâtiments en rapport avec l'État, et plus particulièrement d'ailleurs les casernes de police. Alors, je vais vous en montrer une, mais elles sont toutes, construites avec le même principe donc de transparence, avec des formes plus ou moins heureuses. Alors, je précise que ça a été construit par un épigone de Santiago Calatrava, donc pas un géorgien. Ça, voilà, c'est le genre de commissariat que les Géorgiens donc pratiquent désormais. Effectivement, on peut sans doute voir le gendarme taper à la machine à l'étage, et les tabassages, on ne sait pas où ils se déroulent, peut-être au sous-sol. Alors voilà, le palais de justice de Massimiliano Fuksas, lui non plus n'est pas géorgien. Alors, autre contexte, les sports d'hiver, puisque lorsque se sont préparés les Jeux de Sochi, Saakashvili s'est mis en demeure de perturber la vie des Russes, donc il a décidé de désenclaver la Svaneti et de créer ex nihilo une station de sport d'hiver ultra chic, et toujours en pratiquant la même stratégie de la transparence. Alors vous avez l'aéroport à droite, le commissariat à gauche, c'est un cabinet d'architecte allemand, Jürgen Mayer, qui en fait l'a produit. Et là, vous avez le palais de justice et un pont. Voilà. Et donc, on voit bien que tout ça, pour prouver qu'il y a toujours un discours derrière la production de ce type de bâtiments, dès lors qu'ils ont une fonction en rapport avec la cité et qu'ils manifestent le politique. Alors là, dans un tout autre registre, toujours à propos de l'extension de l'influence, le monde colonial, ici on est en altitude à Dalat, une ville qui se trouve sur les hauts plateaux, et qui était destinée à devenir, entre les deux guerres, on avait envisagé d'en faire une capitale pour l'ensemble des colonies françaises. Tout ça s'est achevé évidemment avec l'indépendance du Vietnam, enfin surtout le départ des Français après Dien Bien Phu. Mais c'est tout de même une ville qui était très très prospère pendant la période vichysoise et qui a donné lieu à une architecture dite régionale qui a cela de remarquable qu'autant elle était dans le déni de la sensibilité vernaculaire, les populations indigènes et tout ce qu'on voudra, autant par ailleurs elle était sensible en termes, de rivalité mimétique avec les composantes régionales de cette colonie française. Et donc tous les styles se manifestent. Là, vous voyez, alors bon, j'aurais pu en mettre d'autres, mais on va s'arrêter là. Celle qui est plus particulièrement régionale, c'est évidemment la maison basque qui se trouve à droite. Et je précise alors donc, qu'il y a un périmètre, un lieu dit les Belles-Vues, la colline des Belles-Vues, qui est particulièrement prisée. Et ce qui est assez cocasse, c'est que ces maisons sont aujourd'hui réhabilitées, elles sont rénovées et elles sont destinées à des touristes asiatiques, notamment les jeunes couples, pour leur lune de miel. Eh bien, ils s'offrent une nuit dans une villa coloniale française. Et ce qu'on vient de voir là, attendez, ça c'est donc, excusez-moi du saut. Là, nous sommes à Darjeeling, en fait. Il s'agit d'une colonie anglaise. Il s'agit évidemment des contreforts de l'Himalaya. Le principe est à peu près le même. C'est-à-dire que les Français, au XXe siècle, ont en quelque sorte reproduit ce que les Anglais avaient déjà initié au XIXe siècle et qui consistait à produire des lieux de villégiature en altitude pour se préserver des chaleurs pendant la haute saison. Et donc, aussi bien au Cachemire qu'au Bengale, il existe des
de petites villes, comme notamment Darjeeling au Bengale ou Shimla au Cachemire, qui en fait sont là aussi les reproductions absolument littérales de l'architecture anglaise, sous toutes ses formes. Ce qui est remarquable, c'est que ça n'est propre qu'à ce type de lieu, c'est-à-dire ce type de production de génération spontanée pour une population strictement coloniale, parce que par ailleurs, l'architecture anglaise a pris un virage au XIXe siècle et s'est mise à pratiquer ce qu'on a appelé l'indo-salacénique. Et je vous explique en 2 mots de quoi il en retourne. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les Anglais ont produit une architecture qui était strictement néoclassique, qui était donc totalement étrangère en fait encore une fois à la sensibilité locale. Et a eu lieu une rébellion d'une très grande violence qu'on appelait la guerre des Cipayes, qui a déstabilisé le Royaume-Uni, qui s'est traduit par un très grand nombre de victimes civiles, c'est-à-dire que les colons ont été massacrés, nombre d'entre eux. Et donc la couronne, à ce moment-là, a décidé qu'elle gérerait le pays qui jusque-là avait été remis à la compagnie britannique des Indes orientales. Donc la couronne a conçu, a en quelque sorte inventé le concept de vice-roi. Et on s'est mis à en quelque sorte moduler les productions architecturales en intégrant des éléments couleur locale pour en quelque sorte fidéliser ou amadouer les Indiens, éviter de les heurter comme on avait pu le faire auparavant. Et donc, s'est développé un style qui est particulièrement baroque, particulièrement exubérant, particulièrement chargé. Ce qui est assez amusant, c'est que, alors je reviens voilà par exemple le feedback en Angleterre. Tous ceux qui ont voyagé en Angleterre ont eu le loisir de voir de temps à autre des choses un petit peu excentriques, un peu exotiques comme ça à droite et à gauche. Là, c'est un pier qui se trouve à Bangor, au Pays de Galles, je crois. Oui, voilà. Et qui explique, enfin qui nous, en quelque sorte, laisse entendre que ce style indo-salacénique était en quelque sorte consommable en métropole chez les Anglais, mais sur le registre en fait de la fantaisie et d'une certaine suffisance dans la manifestation de cette emprise sur l'empire. Voilà. On a hérité également, encore une fois, en retour, je précise c'est évidemment dans le contexte du mimétisme que tout ça se déroule, on a hérité du bungalow et de la véranda, qui ont été déclinés à n'en plus finir. Les Américains ont adopté le bungalow et en ont fait une consommation sans limite. Vous avez en haut le bungalow dans lequel le peintre Dante Gabriel Rossetti est décédé en 1883. Il y est allé parce que l'air y était, paraît-il. Là, en l'occurrence, cette maison elle était située dans le Kent, au bord de la mer. Il s'y était rendu pour précisément profiter de l'air vivifiant. Ça s'est assez mal terminé. Vous avez en bas à droite un bungalow destiné à la famille royale. Enfin, tout ça, c'est donc la fin du XIXe siècle. Ce qui est manifesté là, en fait, c'est un déséquilibre, une distorsion entre la manière dont les référents culturels, encore une fois, sont consommés à la mesure du rapport de force, de la position des uns et des autres dans l'échange. Il est évident que les Anglais pouvaient s'autoriser une main de fer sur le sous-continent indien, et donc imposer un style sans aucune forme de réticence, tout en, comme je vous l'ai expliqué, en le modulant. En revanche, encore une fois, en retour, c'est de la consommation de fantaisie. Il y a dès lors qu'on aborde la question en fait du transfert culturel,
Si on envisage des rapports sereins, des rapports harmonieux, on est dans précisément le transfert, c'est-à-dire quelque chose de relativement neutre. Là, on l'a compris, on est dans des configurations qui sont souvent plus unilatérales. Et il y a une universitaire turque qui a travaillé sur ces questions-là et qui a inventé, ou disons, imaginé un concept qu'elle emprunte à Freud, qui est celui de la mélancolie. La mélancolie étant chez Freud ce qui distingue la position du travail de deuil correctement effectué, où effectivement la personne qui est décédée finit en quelque sorte par disparaître. On se fait à l'idée qu'elle n'est plus là. La mélancolie est le processus pathologique qui consiste à ne pas, en quelque sorte, achever ce travail de deuil et avoir intériorisé en quelque sorte l'absent et l'intérioriser dans la souffrance et la honte de soi, généralement. Cette femme turque s'est évidemment intéressée au cas spécifique de la Turquie et par extension l'a appliqué ensuite sous d'autres cieux à d'autres réalités néocoloniales ou post-coloniales. Et donc, elle a appliqué ce concept de mélancolie pour définir en quelque sorte cette situation dans laquelle se trouvent les anciens colonisés, qui en quelque sorte, confrontés au moderne, parce que c'est un peu la question qu'elle a travaillé particulièrement. Je précise que la Turquie a fait un appel massif, enfin tout au long du XIXe siècle, mais ça s'est prolongé au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, un appel massif aux architectes étrangers. Et ce sont essentiellement des architectes autrichiens et allemands qui ont produit le moderne, ou qui sont à l'origine des écoles modernistes turques. Et donc, ce mélancolique, en l'occurrence, c'est précisément celui qui n'arrive pas à faire le deuil de son identité, puisque c'est bien ça le problème, son identité orientale, qui est en plus une identité qu'il perçoit nécessairement comme subalterne, comme inférieure. Et il se trouve dans cette position. Alors, cette image-là n'a aucun rapport avec la Turquie. Il s'agit en fait d'une production, enfin d'un bâtiment qui était remarquable initialement, je suppose, qui se trouve au Cambodge et qui est à l'abandon à Phnom Penh, de von Monivang, qui est en fait un Corbusiens, et qui pose la question de la pertinence en fait de ce type de réalisation dans un contexte où la culture n'est pas toujours propice ou n'est pas en mesure de digérer en quelque sorte l'objet. Et alors, pour information, elle a écrit un ouvrage qui s'intitule Architecture in Translation. Par la suite, Architecture in Translation, donc Esra Aksan, et elle en est passée à un autre concept qui est celui de la traduction, qui donc est en quelque sorte moins tragique, et qui fonctionne sur cette intuition qu'il est possible, encore une fois, si les bonnes volontés se rejoignent, il est possible de fonctionner dans une logique d'échange où les hiérarchies implicites sont éliminées et où on part du principe que la circulation des éléments culturels, la circulation des idées ou des biens ont des incidences lourdes et qu'il faut en tenir compte. Alors, ça m'amuse, je fais ce lien avec en fait une figure qui est classique dans le monde littéraire arabe, Les Mille et Une Nuits, et ce conte que j'avais évoqué, celui de qui évoque la métamorphose de fuite dans Masse et puissance d'Elias Canetti, qui est l'histoire du maître qui enferme son disciple. Le disciple découvre qu'il y a un interstice qui va lui permettre de sortir de l'endroit où il est enfermé. Alors il se transforme en souris, il se glisse à l'extérieur. Le maître, à ce moment-là, se transforme en chat, poursuit la souris. Puis au moment où il va mettre le grappin sur la souris, elle plonge dans l'eau, se transforme en brochet. Le maître alors prend la forme du filet
Tout ça, donc, se poursuivant ad nauseam, à n'en plus finir. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'Elias Canetti caractérise les pathologies des deux personnages. Le maître, c'est le maniaque, dans sa volonté, si constante, systématique de poursuivre le disciple. Quant au disciple, lui, c'est précisément le mélancolique, puisqu'il est condamné à fuir, à esquiver, à être dans cette métamorphose de fuite en permanence, en quelque sorte, jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, donc, en fait, ce modèle et ces considérations touchent essentiellement des productions qui ont vu le jour dans la seconde moitié du XXe siècle, dans le monde postcolonial. Donc voilà à quoi peut ressembler aujourd'hui les vestiges du modernisme au Cambodge, notamment à Kep. Alors évidemment, c'est pas simplement lié à la construction, c'est lié aux circonstances historiques, c'est lié en fait aux contingences en quelque sorte. Donc très rapidement, ici on est en Turquie, au XIXe siècle, ou début du XXe siècle. On est dans une configuration où l'État se veut encore puissant, mais c'est le vieil homme malade de l'Europe. Il est en cours de désagrégation. Et la priorité, avec les Tanzimat au XIXe siècle, c'est-à-dire les chartes, toute une série de réformes et l'appel, la mise à contribution de l'Occident sous toutes les formes, est de se mettre à niveau en quelque sorte. De se mettre à niveau, encore une fois sur le terrain mimétique, avec ces puissances européennes. Or, en fait, c'est un très très mauvais calcul quand on est en position d'infériorité, parce que immanquablement, ce qui se produit, c'est qu'on finit par être absorbé par l'autre, ou simplement laminé. Et donc là, ce que je vous montre là, ce sont des éléments architecturaux qui sont produits à Istanbul par des architectes occidentaux, ou d'origine occidentaux. En l'occurrence, là, il s'agit de Raimondo Daronco, qui est un Italien, lui né en Italie, mis à contribution en Turquie, et dont quasiment l'essentiel de l'œuvre, qui est absolument considérable, s'est développé en Turquie, qui est une des grandes figures de l'Art Nouveau, et ce qui vaut d'ailleurs à la Turquie d'avoir produit l'Art Nouveau jusqu'en 1925, quasiment. Et la particularité étant que le mélange, l'hybridation s'est mise en place entre des référents islamiques que Daronco essayait évidemment d'ailleurs il n'essayait pas, je pense qu'il le faisait avec un grand bonheur en fait, de conserver, et cette inspiration européenne. Là, même chose, on voit un tombeau classique, seljoukide, mais retravaillé avec des éléments décoratifs Art Nouveau. Bon, il y a un architecte levantin dont on ne verra pas le travail ici, qui est absolument essentiel, qui s'appelle Alexandre Vallori, qui était dont les parents étaient français, qui est né à Istanbul et qui a contribué à cette aventure. Donc voilà, en fait, le désir nous mène vers ce qui nous a été désigné comme désirable. On retrouve chez Spinoza donc les mêmes postulats que chez René Girard. À la nuance près que René Girard, lui, il y ajoute que ce désir est né en fait de la rivalité. C'est la rivalité qui va susciter la convoitise, la volonté de posséder ce que l'autre détient. C'est le désir de se mettre à niveau, comme on l'a vu à l'instant pour la Turquie, par exemple. Alors évidemment, c'est encore une fois, vous allez me dire que j'essentialise, ce qui n'est pas très bien. Mais ce sont des mécanismes qui sont récurrents et qu'on retrouve là aux États-Unis, en URSS, excusez-moi du lapsus, vous allez comprendre. Et donc, pour essayer de synthétiser ça assez rapidement, dans le contexte de la guerre froide,
et plus précisément d'une période qu'on a désignée comme étant le dégel, les Américains ont enfoncé une brèche dans les consciences soviétiques en présentant au travers d'expositions assez considérables et très très travaillées en amont en termes de propagande leur savoir-vivre, leur savoir-faire. Ça, c'est le fameux débat de la cuisine, le Kitchen Debate, qui a eu lieu donc à l'occasion de cette grande exposition américaine de 1959. Et pour être vraiment très synthétique, ce que les Russes découvrent au travers de ces dispositifs, encore une fois, sciemment développés par les Américains, c'est la possibilité du choix. C'est le fait qu'il est concevable de disposer d'un choix sur le terrain, par exemple, de la consommation ordinaire, sur le terrain de la production artistique. Ils ne comprennent pas la peinture abstraite qu'on leur présente, mais la peinture abstraite américaine côtoie la peinture abstraite figurative, la peinture figurative, et on comprend bien qu'il y a une possibilité donc d'être aussi bien abstrait que figuratif aux États-Unis, et cette possibilité-là n'existe pas en URSS. Et donc à terme, ce qui en fait se joue en filigrane, c'est tout simplement la possibilité de penser ce que l'on souhaite penser, c'est-à-dire en fait une liberté de penser, qui se joue derrière ces débats. Et en fait, on comprend à front renversé que la position de Nixon est en définitive paradoxalement la plus progressiste, et celle de l'URSS, incarnée par Khrouchtchev, est celle, en quelque sorte, d'une certaine forme de perception traditionnelle ancrée dans les principes d'efficience, de bon sens, d'économie, voilà. Et le prolongement, ce qui nous intéresse plus directement, c'est l'exposition qui aura lieu en 1964 sur l'architecture américaine, donc présentée à Leningrad, Minsk et Moscou, bien sûr, qui donne lieu à la production de ce magnifique catalogue dont on va voir quelques images, et qui révèle les productions les plus prestigieuses, les plus spectaculaires de l'époque, réalisées aux États-Unis, et qui ont donc eu un impact indéniable, enfin tout du moins c'est mon sentiment, et vous allez le comprendre ensuite au travers d'exemples, sur les consciences soviétiques, la créativité spécifique, ou l'absence de créativité peut-être, du monde soviétique qui était enferré dans un certain nombre de contradictions, et la situation de blocage que suscitait en quelque sorte l'administration soviétique auprès de ses élites par une espèce de valse-hésitation quant à l'attitude à adopter à l'égard de l'Occident, de ses productions, puisqu'au fond, ce qu'il fallait, c'était faire aussi bien qu'à l'Ouest, tout en restant à distance, sans s'engager dans les mêmes sentiers et sans avoir véritablement d'accès aux informations. C'est-à-dire que l'intérêt de cette architecture étrangère était d'autant plus vif qu'il était produit au travers de lectures qui étaient très très limitées, au travers d'accès à des documents qui étaient quasiment introuvables. Il fallait littéralement faire des recherches en bibliothèque, généralement autorisées pour pouvoir trouver des traces de ce qui était produit à l'étranger. Et je vous montre là pour que vous compreniez en fait la question en quelque sorte de la reproduction des typologies américaines, mais sous des formes plus ou moins transformées ou détournées. Je vous propose une espèce de mise en perspective, en fait, de comparaison entre, par exemple, le dôme géodésique de Buckminster Fuller, qui voit le jour donc à Moscou en 1959, et en face, donc,
le marché couvert de Tachkent, qui lui date de 1978. Là, vous voyez à l'ouvrage Eero Saarinen, c'est un projet d'arche. C'est le Gateway to the West, je crois. Gateway Arc to the West, qui date de 1963. Vous avez vis-à-vis le Druzhba de Kiev, qui date, lui, de 1982. Quasiment 20 ans se sont déroulés entre les deux objets, qui sont à peu près conformes. Pour l'intérêt de la photographie, j'avais masqué en partie la structure avec la végétation, mais les deux objets sont très très similaires. Là, vous avez l'Université d'Illinois de Garrison Abramovich qui date de 1963. En face, vous avez le premier cirque en forme de soucoupe qui date de 1967, qui a été produit à Kazan, à l'encontre de la volonté des autorités de l'administration, qui finalement a vu le jour, qui a eu suffisamment de succès pour être en quelque sorte reproduit et qui est devenu un modèle, une référence, qui a permis à toute une architecture entre guillemets cosmique de se développer. Donc là, rapidement, un siège social qui se trouve à Michigan, dans le Michigan, donc, signé Yamazaki en 1959. Le musée Lénine de Tachkent, toujours, donc, 1970, 10 ans plus tard. Des magasins, Victor Lundy, 1962, à gauche, à New York, et un sanatorium réalisé en 1988 aux alentours de Moscou. Ça, c'est sans doute une des images les plus spectaculaires en termes encore une fois, d'analogie formelle. Il s'agit du terminal TWA d'Eero Saarinen produit en 1962. Vous avez en face le complexe sportif d'Yerevan. Lui, il date de 1984. Vous avez l'indispensable production corbuséenne. Donc vous voyez la cité radieuse de Marseille à gauche. Et des bâtiments d'habitation qui, eux, se trouvent à Saint-Pétersbourg et qui datent de 1986. Toujours les mêmes. Et comme les Russes raffolaient de Louis Kahn, vous avez là l'Institut d'électronique de Leningrad, en face, donc produit en 1980, à droite, en face de l'Université de médecine de Pennsylvanie, qui date, elle, de 1960. Mais dans ce contexte, on comprend bien que les groupes, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils ont une ambition culturelle, sont obligés de s'affirmer ou de se construire. Et en l'occurrence, Yerevan est remarquable par le fait qu'il lui a fallu à un moment donné surgir en quelque sorte, prendre une ampleur qu'elle n'avait pas. Et c'est ce que Tallinn Termination va nous présenter. Tallinn Termination étant docteur en histoire et spécialiste de la région, comme son nom le laisse supposer. Je suis Tallinn Termination, en effet. Je suis professeur des universités à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Mais je n'enseigne pas les langues, j'enseigne l'histoire contemporaine de la Russie, du Caucase, accessoirement aussi du Moyen-Orient. Enfin bref, bon. Et donc je me suis... Ah voilà, ça c'est quand même beaucoup mieux. Donc je me suis consacrée pendant plusieurs années à différents travaux, dont la publication... il y a déjà un certain temps, d'un livre que j'ai apporté ici, d'ailleurs que je destine à la bibliothèque de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, puisqu'apparemment il est absent des collections, et qui s'intitule Yerevan, la construction d'une capitale à l'époque soviétique, qui est donc une monographie urbaine consacrée à l'histoire d'une petite capitale quand même assez excentrée, on va dire, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler en détail, et qui pourtant rentre dans le cadre
de ce qui vous est proposé aujourd'hui dans le cadre plus large de cette résidence, à savoir de la question du mimétisme en architecture. Et donc pour la conférence de ce soir, je me suis en quelque sorte efforcée de repenser un sujet qui pour moi est déjà un petit peu ancien, il faut dire, à savoir donc est-ce que Yerevan a été un chantier mimétique? Je me suis fixé pour objectif de répondre à cette question en une demi-heure. Ce sera peut-être un petit peu difficile, mais je vais quand même tenter cela. Donc ce livre a été publié en 2007 aux presses universitaires de Rennes, et là je vous en présente aussi une nouvelle couverture pour son édition russe qui va sortir très bientôt à Yerevan justement, et ce qui, je l'espère, lui donnera une nouvelle actualité dans un contexte où, enfin, je veux dire, en dehors de l'Hexagone. Mais en tout cas, je suis très heureuse de cette invitation. Je suis très heureuse aussi de faire rentrer Yerevan donc à la Cité du patrimoine et de l'architecture. C'est en quelque sorte pour cette petite capitale caucasienne une espèce de consécration. Alors j'essaye de dompter voilà. Je voudrais enfin signaler, c'est pas que je fasse ma pub, mais enfin c'est un peu pour signaler en quelque sorte les parcours que j'ai accomplis dans le domaine de l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture soviétique, dont un titre plus récent, dont Frédéric Chobin a évidemment connaissance, qui ne concerne pas Yerevan, mais la ville polaire de Norilsk, construite au-delà du 69e parallèle, quasiment au pôle Nord, enfin sur le permafrost, aux antipodes d'ailleurs du Caucase. Et cette ville de Norilsk, dont je vous parlerai peut-être un peu à la fin de mon exposé, illustre à mon sens la question du mimétisme de la manière la plus parfaite, puisqu'en effet, c'est une équipe d'architectes, dont 2 architectes soviétiques arméniens déportés depuis Yerevan jusque dans les confins de l'Union soviétique dans les années 30 par l'action, si on peut dire, des purges staliniennes, qui a donc procédé à la construction d'une ville totalement comment dire, ectopique, enfin sortie de son contexte, et d'après un style qui ressemble fort, comme vous le verrez peut-être, à celui de Yerevan. Et donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, mais de manière forcément très très rapide et peut-être un peu schématique, c'est une espèce donc de parcours de parcours et d'illustration de ces phénomènes, donc appelons-les mimétiques, et de transfert culturel d'un bout à l'autre de l'Union soviétique. Alors cette question de l'architecture mimétique, et donc la raison pour laquelle Frédéric Chobin a fait appel à mes services, je puis dire, dans le cadre de ces conférences, c'est que Yerevan est donc une néo-capitale. C'est une ville qui n'était pas une capitale de l'Arménie avant le XXe siècle, et pour cause, puisqu'il n'y avait pas d'État arménien depuis 10 siècles, au moment où cette ville est finalement devenue la capitale d'un État arménien en 1918, et dont la raison pour laquelle Frédéric Chobin fait appel à cet exemple, c'est parce que cette ville a été construite d'après un style historiciste, par référence à l'architecture médiévale arménienne, qui est un gros morceau du répertoire de l'histoire de l'architecture caucasienne, orientale, mais enfin de l'architecture universelle, osons le mot. Et donc, par l'effet de ces architectes soviétiques contemporains, ce style médiéval arménien, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, va être érigé en une sorte de nouvelle proposition pour
construire une ville contemporaine. Et donc ce phénomène du néo-arménien, je vais faire sans arrêt référence à cela, serait donc une illustration du mimétisme dans la mesure où bien, bon, il y a déjà, au moins de manière tout à fait basique, un phénomène d'imitation. Mais avant de poursuivre l'évocation très rapide de cette histoire, il me vient quand même à l'esprit d'autres choses. C'est-à-dire que le phénomène du néo quelque chose, on a parlé de l'indo-saracénique par exemple tout à l'heure, ça n'est pas simplement la volonté d'une référence à la tradition et à une histoire nationale spécifique qui serait illustrée par l'architecture. Il y a en fait dans cet effort, il y a le retour vers les traditions, mais il y a aussi quelque chose que je voudrais tenter d'illustrer aujourd'hui de manière un petit peu maladroite, qui me semble aussi important. Donc, aussi important de faire mention, c'est la question de la manière dont les petites nations, enfin dont les nations, mais en particulier les petites nations, tentent de se raccorder à l'histoire universelle. Et en particulier, donc, dans les cadres des exemples qui ont été explorés auparavant par Frédéric Chauvin, mais aussi dans ce cadre-là, bon, l'histoire universelle qui peut être aussi l'histoire européenne. Bref, la façon dont on s'inscrit dans l'histoire universelle, et c'est donc une fois qu'on est raccordé à l'universel, la culture universelle, que en quelque sorte on peut faire des propositions qui seront autant de marques de spécificité, d'exotisme ou de marques de la tradition locale. Et donc, pour illustrer ce phénomène, j'ai choisi, puisque j'ai vu qu'on pouvait procéder dans le cadre de ces conférences de manière très impressionniste, et bien justement, je me suis amusée à faire le même exercice. Je vous présente ici une fresque baroque que vous avez peut-être reconnue, qui est une fresque du peintre italien Tiepolo, donc peintre du XVIIIe siècle, et qui donc a peint une fresque dans la résidence baroque du palais de Würzburg en Bavière, en Allemagne. Et donc cette fresque, dont je ne présente ici que quelques extraits, est une représentation des quatre continents, et en particulier ce coin ici qui est censé donc représenter l'Asie. Donc je ne vous présente l'Asie de manière un peu plus détaillée, donc représentée ici à travers différents éléments tout à fait exotiques, que je ne commente pas, les éléphants, les turbans, les perroquets, etc. Et surtout sur cet élément-là, qui se raccorde plus spécifiquement à ce que je voudrais démontrer, puisque en effet, il est assez curieux et intéressant que Tiepolo, d'ailleurs, je vois maintenant sur cette projection en grand qu'il a posé son épitaphe ou sa signature juste à côté, présente une stèle avec des caractères arméniens qui sont gravés. Il s'agit de l'alphabet arménien, et le monsieur, alors c'est une représentation assez étrange et inattendue, mais enfin le monsieur à barbe avec un chapeau, c'est le moine Mesrop Mashtots qui a inventé l'alphabet arménien au 5e siècle, en 415 très exactement, et l'invention d'un alphabet qui est spécifique à la transcription de la langue arménienne et qui donc préside, en réalité c'est un acte qui préside à la naissance de l'Arménie en tant que nation, et qui plus est en tant que nation chrétienne. C'est un peu ce qui est le message subliminal de cette fresque, puisque en fait on voit à côté du moine, je n'ai pas les moyens de pointer le doigt, mais on voit une idole païenne tout à fait polymaste, avec des tas de rangées de singes. C'est sans doute peut-être une Artémis polymaste, enfin peu importe. C'est une déesse du paganisme qui a été abattue. Donc c'est pour rappeler à la fois les civilisations anciennes de l'Orient et la progression, enfin en tout cas la mise en exergue ici d'une nation chrétienne, d'une nation en tout cas d'un peuple chrétien avec ses spécificités et une identité tout à fait clairement établie dans cet Orient là. Et donc le fait tout simplement que ce motif et que cette peinture repose sur ce motif d'architecture, le fait qu'il soit en
fait un élément décoratif d'une architecture tout à fait baroque, me fait donc penser en quelque sorte que nous sommes bien là dans la problématique de la place d'une petite nation telle que l'Arménie, telle que l'aperçoit la culture universelle dans un moment charnière qui est celui de la culture et de l'architecture entre le baroque et le classicisme. Enfin là en l'occurrence le baroque puisqu'il s'agit de Würzburg. Alors ça me permet dans mes techniques de grand balayage de vous montrer cette image-ci qui nous fait faire un bond jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il s'agit en fait, et c'est un peu curieux, mais ça nous amène progressivement vers l'architecte dont je voudrais vous parler. C'est l'église Sainte-Catherine. C'est l'église arménienne en fait de Saint-Pétersbourg qui se trouve, si vous connaissez cette ville, un petit peu en haut de la perspective d'Esquire, un peu cachée, mais enfin quasiment tout proche de la perspective d'Esquire, et qui donc montre ici son architecture à la fois baroque, classique, tout à fait baroque et classique, ou baroque ou classique, je sais plus très bien, mais en tout cas qui montre comment une architecture peut, qu'est-ce qui se passe là, qui peut devenir donc le style un style de référence. Alors, si je parle de cette église Sainte-Catherine de Saint-Pétersbourg, c'est que l'architecte principal de Yerevan, Alexandre Tamanian, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, qui va être en fait l'inventeur de ce fameux style néo-arménien, eh bien a commencé ses premières armes d'architecte sur le chantier de restauration de cette église Sainte-Catherine de Saint-Pétersbourg, ce qui prouve que donc, s'il fallait encore le prouver, qu'il était donc bien un adepte du style dominant de cette ville. Et donc cet architecte, Alexandre Tamanian, dont je vous montrais une image, un portrait tout à l'heure, a été en effet à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, et donc a produit en réalité ses premières productions et ses premiers bâtiments sont tout à fait dans la lignée de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'on appelle d'ailleurs le classicisme russe. Et donc toutes ces productions avant la Première Guerre mondiale sont des productions qui montrent son adhésion assez courant, une adhésion d'ailleurs forcée, puisque la plupart de ces projets sont des commandes privées qu'il destine à des différents membres de l'aristocratie russe. Donc ici la résidence Kochubey à Tsarskoye Selo, donc évidemment non loin de Saint-Pétersbourg. Ou encore, donc voici l'état actuel visiblement de cette résidence. Tout ça pour vous dire que donc c'est un architecte tout à fait on ne peut plus classique, et même on pourrait dire tout à fait académique. Et puis donc il s'est nourri non seulement donc au courant du classicisme russe, et encore une fois il est absolument reconnu comme tel avant la Première Guerre mondiale, mais il est aussi l'architecte il est considéré comme étant l'un des architectes, ou même l'architecte qui a introduit en Russie le principe des cités-jardins, et en particulier on dit que Alexandre Tamanian a importé en Arménie, donc toutes les idées de Howard, de la cité-jardin, etc. Et donc ce sanatorium de Kratovo qui est ici représenté, donc il faut faire abstraction évidemment de l'équipe médicale. Cette photo a été prise en 1947, mais ce sanatorium qui était destiné aux employés de chemin de fer, de je ne sais plus très bien quelle ligne de chemin de fer d'ailleurs. Ça, c'est une construction qui date de 1913 ou 1912-1913. Est considéré comme l'un des bâtiments
expérimentaux par lesquels donc le principe de la cité-jardin précisément a été introduit en Russie. Donc voilà quelques éléments d'introduction tout à fait généraux, bon, qui vont en quelque sorte mettre en place le contexte dans lequel nous allons raconter très brièvement l'histoire de Yerevan en tant que capitale. Donc, comment Yerevan devient capitale, je ne vous le raconterai pas aujourd'hui parce que ce serait évidemment beaucoup trop long. C'est le genre de conférences ou de cours même que je peux faire pendant des heures et des heures. C'est évidemment beaucoup trop long à raconter, mais au moins par cette carte, je voudrais vous faire comprendre que Yerevan n'était absolument pas destinée ni même prédestinée à devenir la capitale de l'Arménie. C'est en fait la 12e capitale revendiquée par les Arméniens, et vous voyez donc même de façon très impressionniste d'après cette carte combien ces capitales réelles ou supposées ont migré à travers un territoire assez vaste, suivant ainsi les vicissitudes des différents États arméniens, voire même, non seulement les vicissitudes, mais la disparition même de tout État. Parmi toutes ces capitales, donc Yerevan, ça n'est que la dernière, il y en a bien d'autres, il y a bien d'autres, Dvin ou Tigranagert, etc., mais celle dont il faudra peut-être retenir le nom, c'est Ani, site remarquable dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a rejoint récemment le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ani, donc, voyez les dates, 961-1045, qui a donc été la capitale du royaume arménien des Bagratides ou des Bagratouni, et qui donc s'effondre au milieu du XIe siècle. C'est donc important de retenir la localité, et brièvement l'architecture de cette capitale, parce que c'est ce site en particulier qui va donc servir de référence justement à la création de ce fameux style néo-arménien. Alors pour revenir sur mon histoire de Yerevan capitale, donc c'est la dernière de toute une série de capitales du passé, et son intérêt c'est que on peut dire que en 1918, lorsqu'elle devient capitale, c'est une néo-capitale, donc j'emploie ce terme à dessein, donc une néo-capitale qui donc va être finalement, devenir la capitale d'une Arménie indépendante, retenez simplement ça, mais qui va finalement être construite intégralement pendant la période soviétique, puisque l'Arménie va devenir soviétique de 1921 jusqu'à 1991, la chute de l'URSS. Et donc l'intérêt de ma démarche, c'est d'essayer de voir comment s'est donc formé un style architectural qui va aller vers la recherche des racines et de la tradition, mais tout ça quand même dans un contexte qui est le contexte soviétique, et donc un contexte d'un régime communiste, supposément séculier, supposément d'ailleurs hostile à l'architecture religieuse, alors même que l'on va voir que cette tradition architecturale fait beaucoup référence à l'architecture religieuse. Donc je referme cette parenthèse, et donc j'en arrive à ma deuxième proposition, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que l'architecte, la volonté de construire une capitale, c'est bien sûr la volonté de se raccorder à la culture universelle, la culture universelle, de se raccorder à l'histoire, tout simplement, de se raccorder au mouvement, mais en même temps, on ne peut le faire de manière efficace qu'en faisant référence, disons-le, à la tradition, mais en fait, le mot qu'il faut prononcer, c'est bien celui de patrimoine, parce qu'en fait, ce que les architectes arméniens vont découvrir au tournant du 19e siècle et du 20e siècle, c'est bien justement la découverte du patrimoine. Alors, avant même de parler de ça, donc voici une photographie de Yerevan, où l'on voit différents objets peut-être plus ou moins informes, mais enfin surtout où l'on voit que avant même d'être un objet architectural, le premier élément d'architecture de cette nouvelle capitale, c'est précisément son
paysage, et que donc encore une fois le paysage largement ouvert sur l'Ararat, voilà qui forcément inspire les scénographies architecturales des architectes, c'est-à-dire que toute l'architecture en fait va être aussi non seulement orientée, mais être en quelque sorte inspirée par ce paysage qui, je le précise, au moment où Yerevan devient soviétique, c'est-à-dire en 1921, est un paysage expatriés. J'ai oublié peut-être de mentionner qu'il s'agit des doubles cônes du massif de l'Ararat, mais l'Ararat, qui est considéré par les Arméniens comme un symbole national, est en fait en dehors du territoire de l'Arménie, puisqu'il se trouve en Turquie. Donc c'est déjà en soi tout un programme. Alors j'en viens à mon architecte. Donc j'ai prononcé son nom tout à l'heure. Il s'agit donc d'Alexandre Tamanian. Alors architecte auquel on rend un culte dans la ville de Yerevan. Vous voyez que même son monument, sur lequel d'ailleurs accessoirement est gravé également le plan d'urbanisme de la ville, est placé sur un des axes majeurs de la ville, enfin en contrebas de la cascade, sur un square qui porte son nom. Tout ça pour dire que donc la ville rend hommage à cet architecte qui est né en 1878, donc qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait accompli une grande partie de sa carrière en Russie, à Saint-Pétersbourg, et qui donc en 1918 se retrouve à Yerevan avec le but donc de construire à partir du néant dans une ville qui n'a encore une fois qui est une bourgade provinciale poussiéreuse des fins fonds de l'Empire russe, et qui plus est d'ailleurs n'est même pas totalement arménienne, et bien de construire une ville qui soit donc la synthèse en quelque sorte de ces principes de modernité d'un côté, de néoclassicisme de l'autre, et enfin de référence au patrimoine. Donc voici un portrait de l'architecte par Madros Sarian. Donc on voit derrière une des esquisses des architectures majeures que réalise Tamanian à Yerevan, c'est-à-dire l'opéra. Et donc j'en viens donc à cette fameuse référence au site d'Ani. Donc Ani, pour aller très vite, donc je vous ai montré sa situation tout à l'heure. C'est en effet Ani non plus en tant que capitale, puisque Ani à la fin du 19e siècle est tombée depuis 10 siècles, et c'est un site archéologique presque totalement en ruine ou en voie de réunification, et qui donc va être en quelque sorte redécouvert, ou même découvert en tout cas en tant que patrimoine, à la faveur d'équipes à la faveur de campagnes archéologiques dirigées par un savant russe qui s'appelait Nikolai Mar. Et Nikolai Mar a emmené avec lui toute une série de savants arméniens pour commencer à étudier de manière détaillée le site d'Ani. Je précise que la chose était possible à cette époque parce que à la fin du 19e siècle, toute cette partie de l'Empire ottoman n'était plus justement l'Empire ottoman, était occupée par l'Empire russe. Et c'est ce qui précisément avait pu à partir de la fin du 19e siècle autoriser donc la venue de ces différentes missions archéologiques, et donc en quelque sorte stimuler l'idée du patrimoine arménien, stimuler en quelque sorte un imaginaire national, et stimuler par la même occasion l'imaginaire des architectes. Donc le site d'Ani, je le présente ici, ce sont des cartes postales de l'époque, donc différentes l'église de Aburam Retz, les différentes les murailles de la citadelle d'Ani, qui sont des éléments absolument fantastiques, que continuent d'ailleurs à étudier aujourd'hui les savants français. La cathédrale d'Ani est devant, posant là aussi l'un des acteurs de cette aventure,
l'évêque Karekin Hovsepian. Donc c'est intéressant aussi de voir ces personnages, un évêque, un architecte, etc., qui se posent devant les monuments. On est véritablement dans une époque que l'on peut vraiment dater comme étant celle de la naissance, alors la naissance ici du tourisme culturel ou du tourisme archéologique, mais la naissance en fait de l'imaginaire patrimonial. Et donc là, cette photographie que j'aime beaucoup, qui est tout à fait représentative de l'époque, avec ces figures d'intellectuels. Là, ça fait vraiment intellectuels à la russe qui viennent probablement arméniens, mais qui viennent donc poser dans les ruines et qui s'enthousiasment pour cette ruine. Donc cette expression d'imaginaire romantique que j'ai mentionnée tout à l'heure me semble particulièrement bien contenue dans cette photographie là. Et donc mon architecte Alexandre Tamanian, justement, va faire partie de cette aventure à différents titres, architecte membre de l'équipe archéologique, puis plus tard, j'essaie de synthétiser, à l'époque justement où l'Arménie devient indépendante, il devient conservateur en chef du site d'Ani, et puis plus tard encore, il deviendra directeur du département des antiquités, du patrimoine de la République d'Arménie. Et donc, pour dire que simplement, le site d'Ani, pendant toutes ces années-là, donc le processus a commencé à partir de la fin du 19e siècle, mais ça se poursuit autant que faire se peut, d'ailleurs, pendant les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, et donc l'objet d'une investigation systématique de relevés archéologiques et de relevés architecturaux. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, ces dessins ne sont pas de Alexandre Tamanian, mais d'un autre personnage qui porte un nom très voisin, qui s'appelle Toramanian, et qui est considéré comme le grand historien de l'architecture arménienne, et qui donc se rend sur place, dessine de manière extrêmement soignée tous les édifices et les artefacts qui lui tombent sous la main. Donc ici, c'est une des multiples planches de Toramanian sur laquelle on peut reconnaître en particulier une forme qui va être reprise tout le temps dans l'architecture soviétique arménienne, qui est donc le chapiteau qui se situe en haut de l'image, que j'ai appelé le chapiteau néo-svartnotien, avec une forme enroulée tout à fait typique, et qui va servir, qui va revenir comme motif décoratif dans beaucoup de bâtiments, comme dans beaucoup de bâtiments de la Yerevan contemporaine. Donc voilà ici l'architecte, je veux pas qui est en chapeau blanc évidemment au milieu, on voit très bien là aussi c'est une photo intéressante pour montrer les différences de statuts sociaux au milieu des équipes de l'équipe archéologique des campagnes de fouilles d'Ani. Et puis pour aller encore plus loin dans mon propos, donc voilà l'architecte Tamanian en position de faire de l'archéologie à Ani, donc se plongeant dans une excavation aux côtés d'un ouvrier, etc. Tout ça pour dire que donc s'il y a mimétisme, en tout cas, je ne sais pas si c'est du mimétisme, en tout cas il est clair qu'il y a une source d'inspiration dans ce patrimoine archéologique, dans le site d'Ani en particulier, mais dans ce patrimoine archéologique arménien en général. Cependant, on ne construit pas une ville moderne uniquement avec des références d'architecture médiévale, vous l'imaginez bien. Donc il y a aussi l'aspiration à construire un ensemble urbanistique rationnel. Et merci beaucoup. Et cet urbanisme rationnel, c'est le plan de Yerevan. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que Tamanian est également un urbaniste.
et de faire donc de Yerevan une ville tout à fait cohérente, une ville cohérente avec une répartition des fonctions tout à fait bien étudiée, avec des axialités claires. Là où je ne l'ai pas montré pour ne pas vous lasser, on avait une ville tout à fait informe, très sans véritable cohérence urbanistique, ou à peine dans un petit quartier qu'on va appeler colonial russe du 19e siècle. Et donc, lui, venant de Saint-Pétersbourg, et là, on trouve évidemment des rappels à différentes perspectives et axialités qu'on retrouve justement dans l'espace pétersbourgeois, mais aussi le côté circulaire qui rappellera plus tard Moscou. Mais je rappelle que ce plan de Tamanian date en fait de 1924. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que vous l'avez vu tout à l'heure, la ville de Yerevan rend aujourd'hui hommage à son architecte, elle a également aussi le culte de son plan d'urbanisme, au point d'ailleurs qu'on peut parler, comme dans le cas d'Ankara, je crois, d'un véritable fétichisme du plan, c'est-à-dire que le plan devient un objet de culte patrimonial lui-même. Et donc ce plan de 1924, il a été un motif décoratif et monumental pendant toute l'époque soviétique, et vous voyez là, il a été repris il n'y a pas très longtemps, à l'époque post-soviétique cette fois-ci, pour figurer au fronton de la nouvelle mairie de Yerevan. Donc il y a véritablement un acte d'auto-célébration dans cette ville. Et donc pour aller très vite, donc c'est à partir donc de ce plan de 1924 que donc Tamanian va en quelque sorte disposer dans la ville un nouveau langage architectural. Alors ici, c'est une élévation du bâtiment du bâtiment principal qui est censé figurer sur la place, on les voit pas bien, sur l'une des places principales, la place de la place Lénine, mais qui est devenue aujourd'hui la place de la République. Et donc ce bâtiment s'appelle, à l'époque où il l'entreprend, la maison du gouvernement, qui est donc un bâtiment officiel tout à fait soviétique, qui est censé abriter les bâtiments du gouvernement de la République soviétique d'Arménie. Et donc, on voit ici une proposition qui va être très largement réalisée, sauf la partie sommitale, parce qu'ils n'ont jamais eu le budget suffisant pour l'achever. Une proposition qui est en fait la synthèse de tout ce que Tamanian avait fait jusqu'à présent, qui lui est d'ailleurs parfois reproché, c'est-à-dire cette synthèse tout à fait typique du néoclassique dans lequel il excellait en Russie, et dans lequel il va ajouter ou dans lequel il va aménager des références, des formes, alors des formes, en particulier cette forme d'arcade ou d'arcature tout à fait typique de l'architecture arménienne, et dans lesquelles il va rajouter des chapiteaux et toutes sortes de détails qui vont en quelque sorte fonctionner comme autant de rappels mimétique de l'architecture du Moyen-Âge. En tout cas, sa démarche va finalement, qui est donc en partie une démarche de copie, va finalement conduire à un fait qui est assez curieux, c'est-à-dire que donc toute cette architecture soviétique de Yerevan devient en quelque sorte un répertoire d'architecture, un répertoire de référence à des monuments historiques soit de l'âge d'or de l'architecture arménienne, c'est-à-dire du 7e siècle, soit plus tardif, allant jusqu'au 10e, 11e siècle, etc. Donc c'est assez curieux, et je crois d'ailleurs que c'est un exemple quasi unique, que tout ceci se réalise dans le cadre d'un régime communiste, puisque l'essentiel de ces viennent des églises et des monastères arméniens.
néo-arménien. D'autre part, bon, on peut aussi, on a tout à fait le droit de ne pas s'enthousiasmer pour ce genre d'architecture. On peut aussi considérer que bon, cette masse néoclassique, comment dire, cet académisme qui est bien perceptible dans la superposition des ordres qui est employé ici et était peut-être une proposition contestable. Donc voilà. Donc quelques éléments pour aller un peu plus loin. Donc aussi ça c'est la première tranche de cette maison du gouvernement au moment de sa construction. Donc là c'est en 1932. Vous voyez que ce bâtiment est encore en chantier à cette époque-là. Et ici, voilà quelques détails tout à fait typiques. Donc j'ai mentionné tout à l'heure, vous aviez vu tout à l'heure dans les relevés de Toramagnan ces différents morceaux de chapiteaux svaltnotiens. On les voilà qu'on les retrouve justement sur les façades, des édifices communistes. Donc on voit dans ces différents éléments que je ne vais pas détailler, mais en fait chacun des motifs qui sont là, y compris les trompes, les arcatures, les chapiteaux, enfin tout est en fait une citation ou une copie en quelque sorte, une référence, je ne sais pas comment il faut les appeler, à un répertoire de motifs décoratifs ou de motifs arméniens. Donc voilà, et donc c'est bien là en quelque sorte l'essence même de ce style néo-arménien dont on pose qu'il fonctionne donc par mimétisme par rapport au patrimoine médiéval. Alors l'autre aspect intéressant, c'est que ce style néo-arménien va devenir en fait, au-delà de la disparition de l'architecte Tamanyan va mourir assez vite, il meurt en 1936, de manière... enfin, il n'a pas été inquiété par le régime, mais le style qu'il invente, ce style néo-arménien, qui est donc, vous le voyez, une espèce de formule parfaite d'adaptation entre le néoclassicisme et l'historicisme, va en fait devenir ensuite, pendant toute l'époque soviétique, un style de référence et va être repris par les générations d'architectes suivantes qui, comme vous le voyez, ont des visions grandioses pour la construction de cette capitale. Dans cette maquette, on a l'impression d'avoir affaire quasiment à la Rome antique. Bon, c'est Yerevan telle qu'elle se voit, telle qu'elle se projette à la fin des années 40 et au début des années 50. Et alors pourquoi je sais pas pourquoi je reviens en arrière. Donc voici quelques détails de cette on est revenu à la maison du gouvernement. Donc c'est simplement pour vous montrer aussi, j'ai oublié évidemment de le mentionner, que si les motifs et les formes sont reprises par référence à ce patrimoine médiéval arménien, en revanche, ce qui est évidemment très différent, ce sont les élévations, les masses auxquelles on a affaire, puisque nous sommes malgré tout, il ne faut pas l'oublier, dans le cadre d'une architecture de régime. Donc voilà quelques exemples ici. J'ai mis ce fameux lampadaire 1900 pour faire une espèce de petit clin d'œil à Frédéric Chopin. Mais donc voilà quelques éléments de cette place telle qu'elle était à un moment en chantier, avec derrière la Galerie nationale d'Arménie, qui a été donc édifiée par un autre architecte qui s'appelle Marc Grigorian et qui donc reprend en quelque sorte les éléments mentionnés. Et différentes autres propositions de Tamanyan. Ici, c'est le projet d'un opéra, mais d'un opéra tel que se voyait dans les années 30, avec des différents éléments superposés, avec un arc de triomphe, une statue de Lénine tout en haut, mais qui ne sera finalement réalisé que de cette manière-là. Donc, encore une fois, des élévations qui ne parviennent pas tout à fait à maturité, soit pour des raisons budgétaires, soit au contraire que les architectes justement présentaient des projets très ambitieux afin d'être certains
achever le bâtiment tel qu'il le concevait au départ. Alors ici, c'est l'opéra de Yerevan qui lui aussi est une autre proposition formelle de Tamanian qui vise également à la synthèse des éléments néo-classiques et néo-arméniens. Donc juste pour terminer ce rapide aperçu, donc cette proposition formelle, elle est reprise dans toutes sortes de bâtiments, des immeubles d'habitation. Ici, c'est l'avenue Kievian à Yerevan, et là-bas, j'ai mis quelques photos très maladroites parce que je n'étais pas du tout en bonne position pour les prendre, d'une usine de champagne, un portail d'une usine de champagne à Yerevan qui prend elle aussi, vous le voyez, des motifs quasiment, on croirait à l'entrée d'un château, qui reprend là encore une fois et qui répète tout au long des années 50 et tout au long de la période stalinienne ces motifs d'architecture néo-arménienne. Et puis enfin une autre génération, ici Marc Grigorian, alors qui va cette fois-ci justement réinterpréter ou comment dire, purifier ces formes en les modernisant. Et là, on se rapproche de l'exemple qui a été abordé tout à l'heure avec les fameuses oreilles d'Andropov à Tbilissi, qui sont en fait, à mon avis, des arcades ou des arches qui ont en fait une forme tout à fait locale. C'est pour ça que, d'ailleurs, je comprends pas très bien pourquoi Saakashvili les a fait détruire. Donc ici, c'est le Madenatalan, c'est l'Institut des manuscrits anciens de Yerevan, donc monument évidemment qui a pour bâtiment qui a pour vocation d'abriter eh bien les éléments du patrimoine arménien. Donc là, pour mimétisme, copie, l'intérieur de cet institut et sa salle de lecture, qui paraît-il est la copie intégrale d'une salle capitulaire d'un couvent, du couvent arménien de Sanaïn. Donc là, encore une fois, chose curieuse, qu'une bibliothèque, enfin, remarquez qu'une bibliothèque copie une salle capitulaire, ça n'est pas si curieux que ça, mais que tout ceci se déroule à l'époque soviétique, voilà des effets sans doute inattendus de ces processus mimétiques. Donc j'en finis avec cela, tout ça pour dire que donc la construction de Yerevan à l'époque soviétique donc a répondu à une sorte d'épopée architecturale. Et que cette épopée, apparemment, ne s'est pas arrêtée dans cette seule ville. Elle a pu également s'exporter. Ici, je montre deux photos de deux villes qui sont complètement aux antipodes. Donc ici, c'est une photo de Yerevan que vous aurez reconnue, donc la maison du gouvernement. Et là-bas, la place principale de Norilsk, cette capitale du Goulag qui se trouve donc au fin fond du cercle polaire arctique et qui donc a été construite presque intégralement sur le permafrost. Et donc, par l'effet de la déportation, de l'arrestation et de la déportation de deux architectes arméniens à Yerevan jusque dans le pôle Nord, eh bien, c'est assez curieux de voir que, bien qu'ils n'avaient pas été à l'époque de si fervents partisans d'Alexandre Tamanian, finalement, ils vont répéter des motifs d'architecture tout à fait comparables. Bon, je n'ai pas le temps de les développer ici, au point même de former la morphologie des deux places de la ville de manière bon, pas tout à fait identique, mais enfin en tout cas de manière ressemblante. Donc là-bas, c'est la place principale de Yerevan et ici, donc la place ex-Lénine, place de la République, et ici la place de la Garde de Norilsk, donc ce qui est une manière de conclure cet exposé en disant que finalement la question du mimétisme finalement nous conduit, en tout cas par le cas de Yerevan et par la capacité de permuter les modèles à travers l'espace soviétique, nous conduit finalement à la question de l'ectopie, c'est-à-dire de comment on transplante un modèle d'un endroit à un autre, et en particulier d'un endroit où on ne l'attend pas. Et donc, s'il y a bien un endroit où on n'attendait pas de trouver du style néo-arménien, c'est bien près du pôle Nord, et pourtant c'est apparemment le cas. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas lassé, et je repasse la parole à votre conférencier favori.